Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice portant sur la formation des étoiles. Cet exercice est idéal pour réviser le théorème de Gauss appliqué à la gravitation, ainsi que certains concepts clés de la thermodynamique, notamment la température, l'énergie interne et d'autres notions fondamentales. L'énoncé de l'exercice est le suivant. Les galaxies sont essentiellement constituées d'étoiles, corps gazeux très chauds et très denses, ainsi que des gaz interstellaires, très froids et très peu denses. Le gaz interstellaire n'est pas uniformément réparti dans les galaxies, mais se regroupe en entités distinctes appelées nuages. Plusieurs arguments observationnels et théoriques indiquent que les étoiles ont une durée de vie limitée et que de nouvelles étoiles se forment en permanence à partir du gaz interstellaire. On considère un nuage isolé à symétrie sphérique, de rayon R, et de masse grand M constitué d'hydrogène atomique gazeux que l'on assimilera au gaz parfait. Donc ici, on a une symétrie sphérique. Donc on va supposer que le gaz a une masse volumique, et on va assimiler le gaz à l'intérieur à un gaz parfait. Donc la première partie, on suppose que chacun des atomes constituant le nuage n'est soumis qu'à l'interaction gravitationnelle exercée par les autres atomes. On négligera en particulier toute force de pression interne ou externe sur l'étoile. On considère en outre une répartition sphérique homogène de masse volumique ρ uniforme à l'intérieur du nuage. Donc la première question, on cherche à déterminer une durée caractéristique T0 de l'évolution du nuage sous l'effet de l'interaction gravitationnelle. Quels sont les paramètres ou les constantes dont dépend a priori T0? Donc ici, dans cette question, on va tout simplement étudier l'analyse dimensionnelle. On a le temps, donc le temps ou la durée de vie d'une étoile dépend a priori de sa masse. Il dépend également de son rayon, donc le rayon du nuage, et aussi de la constante gravitationnelle G. Donc à partir de ces trois grandeurs, on doit construire le temps demandé. Donc pour cela, on va tout simplement associer à chaque grandeur une dimension. Donc la masse en unité internationale c'est m, le rayon c'est la longueur L, et le G en utilisant l'expression de la force d'interaction gravitationnelle, F est égal en norme G fois une masse au carré sur une distance au carré. Donc ça veut dire que G est uniforme. Donc G est égal à une longueur à la puissance 3 fois une masse à la puissance moins 1 fois un temps moins 2. Et donc, le temps, on va isoler ici le t, donc la durée caractéristique t0, c'est la racine de r au carré sur g fois m. Donc la durée caractéristique de l'évolution d'un nuage sous l'effet gravitationnel est donnée par cette expression. Déterminer l'expression de T0 en fonction de ces paramètres par analyse dimensionnelle. Maintenant, on passe à la question 2. Dans la deuxième question, on note petit m la masse de gaz contenue dans une sphère concentrique avec le nuage et de rayon petit r. Exprimer petit r en fonction d'un grand R, petit m et grand m. Donc ici, on va tout simplement traduire l'uniformité de la masse volumique. Donc on sait que la masse volumique ρ est égale à la masse sur le volume du nuage. La masse du nuage, grand M divisé par son volume, puisque le nuage a une forme sphérique, donc le volume d'une sphère, c'est 4 tiers pi r au cube, donc 4 tiers pi r à la puissance 3. On a aussi, donc puisque ρ est uniforme, est égal aussi à 3 petit m sur 4 pi petit r au cube. Et donc on trouve que petit r est égal à r fois la racine cubique de petit m sur grand M. Donc voilà l'expression de petit r en fonction de grand R. À la question 3, rappelez le théorème de Gauss pour le champ gravitationnel. Donc le théorème de Gauss qu'on a vu en électrostatique, on peut le construire pour la gravitation par analogie. Pour un champ de gravitationnel qui est purement radial et asymétrie sphérique, donc G est égal à G de petit r selon ER en coordonnées sphériques. Avec G, c'est ce qu'on appelle le champ de gravitation. Le champ de gravitation.
Si nous prenons comme surface de Gauss une sphère, par exemple une sphère de rayon R, le vecteur surface ds est lui aussi radial et sortant, avec ds est égal à ds selon ER. Ce qui nous donne donc 4pi r au carré fois gr, puisque le flux de g, donc le flux de g ds sur une surface fermée est égal à la surface d'une sphère, c'est 4pi r au carré, avec r c'est son rayon, et ça, d'après le théorème de Gauss, c'est moins 4pi g fois petit m. Et donc on trouve que le champ gravitationnel g de r est égal à moins g petit m sur r au carré. Alors ici, ce que je vais essayer de faire pour éviter toute confusion, je vais changer la notation, donc grand G, parce que le grand G, c'est la constante gravitationnelle, donc je vais l'appeler petit g plutôt. Donc G et G. Donc le champ gravitationnel petit g, c'est moins g petit m sur r au carré. Avec m, c'est tout simplement la masse à l'intérieur de cette sphère. Donc ici, l'énoncé du théorème de Gauss, donc j'aurais dû énoncer le théorème de Gauss avant de d'écrire cette expression, mais en général, le théorème de Gauss, c'est le flux de G à travers une surface fermée ds est égal à moins 4pi G fois la masse à l'intérieur. Et donc là, c'est par analogie avec le champ électrostatique. Donc le moins 4pi G donc joue le rôle de 1 sur epsilon 0 en électrostatique. Donc ça répond à la question 3. Maintenant, on passe à la question 4. On décompose par la pensée le nuage sphérique en coquille sphérique élémentaire de rayon R compris entre 0 et grand R et d'épaisseur infinitésimale d de R. Calculer l'énergie potentielle de grandeur de gravitation d de P de cette coquille. Donc, on va tout d'abord écrire le champ de gravitation qu'on a trouvé dans la question 3. Donc G est égal à G de R selon ER. On a démontré qu'elle était à symétrie sphérique. Ensuite, on va prendre une sphère et on va isoler une coquille sphérique à l'intérieur. Donc cette coquille sphérique est d'épaisseur d de R. Donc ici, lorsqu'on zoome ici, on va voir donc une épaisseur d de R. Voilà. Et ensuite, on va appliquer le théorème de Gauss sur donc la totalité de la masse contenue dans cette sphère, et on trouve par le théorème de Gauss que G de R est égal à moins Gm sur R au carré. Donc c'est un résultat qu'on a trouvé dans la question 3. On va utiliser tout simplement ce résultat pour trouver l'énergie potentielle. Donc l'énergie potentielle, elle est donnée par moins T de U G sur dr. Ici, UG, c'est l'énergie potentielle. Donc c'est un résultat qui est très simple à trouver. Il faut tout simplement écrire l'expression de la force gravitationnelle. Cette force est conservative, donc il dérive d'une énergie potentielle qui est donnée par UG de R. Et donc on intègre et on trouve que UG c'est moins G de M sur R, puisque l'intégrale de R au carré dr, R au carré dr, c'est avec un plus, donc c'est moins Gm sur R. Donc voici l'expression de UG, c'est une fonction qui dépend de R. Par conséquent, l'énergie potentielle de gravitation d'une coquille sphérique, donc cette coquille, de masse d de m, donc de rayon d'épaisseur d de r et de masse d de m, ce sera tout simplement d de p est égal à moins g mr fois sa masse, donc fois d de m. Donc voilà l'énergie potentielle d'une coquille d'épaisseur dr. Ensuite, on déduire l'énergie potentielle d'interaction gravitationnelle EP dans l'ensemble du nuage et montrer que l'énergie potentielle est donnée par moins 3/5 Gm au carré sur R. C'est une question qui n'est pas évidente puisque ici, il faut faire attention avec le R au dénominateur. Le R, le rayon, c'est une fonction qui dépend de la masse. Et on a trouvé dans la question 2 l'expression de R en fonction de M. Donc voici l'expression de R en fonction de M. Donc on va tout simplement prendre d de EP est égal à moins g m d de m. Ici on remplace R par cette expression, donc à savoir R racine cubique de petit m sur grand M. Et ensuite on intègre. Donc les bornes d'intégration, ici la variable c'est la masse, donc on va intégrer de 0, donc de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, donc la masse totale de ce nuage. Donc on trouve moins g l'intégrale de 0 à grand M, petit m dm. Donc on ressort donc 1 racine cubique de 1 sur grand M divisé par la racine cubique de m.
Donc ce qui nous donne moins gm à la puissance 1 tiers sur grand R. Ici, j'ai oublié le R qui doit sortir. L'intégrale de m à la puissance 2 tiers dm de 0 à grand M. Donc l'intégrale de m 2 tiers, c'est 3 cinquièmes. Donc moins 3 cinquièmes m à la puissance 1 tiers fois m à la puissance donc à la puissance 6 sur R. Et donc on trouve moins 3 cinquièmes g m au carré sur grand R. Donc voici l'expression de l'énergie potentielle de la masse de ce nuage. Question 6. Exprimer l'énergie interne U du nuage en fonction de grand M, de la masse du proton MP et de la température thermodynamique grand T supposée uniforme dans tout le nuage. Donc on va supposer, puisque c'est déjà supposé dans l'énoncé, que le nuage se comporte comme un gaz parfait. Donc chaque atome de ce gaz donc est composé d'hydrogène. Donc chaque atome d'hydrogène apporte une énergie interne. Donc l'énergie interne d'un atome d'hydrogène est donnée par 3,5 kBt, d'après la théorie cinétique de Maxwell. Le nuage étant de masse grand M, donc il contient donc le nombre de particules ou le nombre d'atomes d'hydrogène dans le gaz total, c'est tout simplement la masse totale du gaz sur la masse d'un proton. Et donc ce qui nous donne l'énergie interne, donc c'est le rapport fois cette expression, donc c'est 3m kBt sur 2mp. Donc voici l'énergie interne du nuage. À quelles conditions la cohésion du nuage est-elle assurée? Donc pour qu'il y ait cohésion du nuage, il faut que l'énergie interne ou l'énergie totale du nuage correspond à un état lié. Donc un état lié, c'est un état qui est confiné, c'est-à-dire qui ne peut pas être éjecté à l'infini. Donc il va être dans un système confiné, comme par exemple une planète qui orbite autour d'une étoile ou un électron qui orbite autour d'un noyau. La cohésion du nuage est assurée si l'énergie totale correspond à un état lié, c'est-à-dire l'énergie totale ici, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle, plus l'énergie interne du nuage doit être inférieure ou égale à 1. Et donc cette égalité nous donne l'expression suivante, donc moins 3 cinquièmes gm au carré sur R, plus 3 m kBt sur 2mp doit être inférieur ou égal à 0. En déduire qu'à masse volumique ρ et température T donnée, il existe une valeur limite du rayon du nuage, R, appelé rayon de Jeans, et que l'on notera Rj, au-delà de laquelle le nuage ne peut être stable, et vérifier l'homogénéité de Rj. On va tout simplement déduire de l'expression précédente de cette inégalité que le rayon de Jeans est tout simplement donné par R inférieur ou égal. Donc lorsqu'on prend ce terme de l'autre côté, on va avoir donc 2 cinquièmes G grand M MP sur kBt. Donc le rayon de Jeans est donné par 2 cinquièmes Gm, la masse du proton, sur Kb, constante de Boltzmann fois la température. Ici, on nous demande d'écrire Rj en fonction de la masse volumique. Donc la masse volumique est donnée par la masse sur le volume de cette sphère qui est donnée par 4 tiers pi r à la puissance 3. Donc ça veut dire que la masse il vaut 4 pi ρ r à la puissance 3 sur 3. Et on trouve donc que Rj, donc le rayon de Jeans, c'est racines de 15 huitièmes pi kBt sur G ρ mp. Alors la racine, il vient du fait que là, lorsqu'on va injecter la valeur de m ici, on va avoir un r au cube, donc lorsque on le met de l'autre côté, on va avoir r au carré, donc on va faire apparaître une racine pour trouver le rayon de Jeans. On peut vérifier facilement l'homogénéité, donc Kb est homogène à une énergie par unité de température, par Kelvin, T en Kelvin,
il faut trouver l'unité de l'interaction de la constante gravitationnelle. Rho, c'est une masse par volume, et P, c'est une masse. Et on trouve à la fin que R est homogène à une distance. Question 9. Calculer le rayon de Jeans ainsi que la masse de Jeans, mg, correspondante pour un nuage sphérique de température et de masse volumique uniforme. On prendra T est égal à d Kelvin et une densité particulière d'un atome d'hydrogène par centimètre cube. Donc ça veut dire un atome par centimètre cube. C'est une densité qui est très faible, d'où la température faible ici d Kelvin. Donc une simple application numérique, en remplaçant Kb T par 10, G par sa valeur ρ et la masse du proton, on trouve que Rj est égal à peu près 6,65 fois 10 à la puissance 17 mètres. Donc c'est le rayon de ce nuage à partir duquel on a cohésion ou stabilité. Voilà. La masse de Jeans, donc on peut la trouver en revenant à cette expression là. Donc la masse de Jeans, c'est 4pi ρ R Jeans au cube sur 3. Et lorsqu'on remplace, on trouve à peu près 2 fois 10 à la puissance 33 kg. Donc c'est environ 1000 fois la masse solaire. Donc pour la question 10, pourquoi il est si compliqué de trouver des étoiles uniques ou seules? C'est parce que les étoiles se forment par ce qu'on appelle un effondrement gravitationnel de grandes masses de gaz dans les nuages moléculaires ou atomiques, comme ici l'hydrogène. Donc ces masses ne s'effondrent pas sur un seul point, mais peuvent se fragmenter en plusieurs régions de densité variable. Donc ce qui conduit à la formation des systèmes solaires plutôt à des étoiles uniques, comme par exemple notre Soleil. Donc ici, il faut voir la notion d'effondrement gravitationnel. Donc voilà,